لهم حنا اللي حررنا لهم البلاد. حنا اللي حررنا لهم، حنا اللي طلعنا الضرب ديال فرنسا. حنا اللي طلعناه وحررنا لهم البلاد. Agiles comme des chats, ils atteignaient et délogeaient l'ennemi malgré ses retranchements. Rien n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu l'apport irremplaçable des 6600 soldats marocains. Ils étaient venus combattre loin de leur terre, loin de leur famille. Ils sont tombés dans nos montagnes et sur nos plaines. Mais je l'assure, aujourd'hui, ils ne tomberont jamais dans l'oubli. Bonjour, que la paix soit sur vous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous mensuel et nous allons poursuivre notre réflexion toujours en 3 parties. La première s'occupant d'un certain nombre de notions, de la terminologie, du sens des mots. Ensuite, une question sociale et enfin, une question d'ordre plus spirituel. Les mots sur lesquels nous allons nous arrêter aujourd'hui sont en fait la poursuite d'une réflexion que nous avons eue sur les termes comme racaille ou comme délinquant, etc. Et cette fois-ci, de façon un tout petit peu plus positive, enfin, les termes sur lesquels nous allons nous arrêter, mais toujours approfondis, parce qu'il y a des choses à mettre en évidence par rapport à nos sociétés. Alors que l'on vive dans le Sud, en Afrique, ou que l'on vive en Europe, il y a un mot, une notion, une référence sur laquelle nous sommes tout le temps interpellés, où nous sommes arrêtés, où nous sommes invités à la considérer. C'est celle qui nous fait participer à une société, qui nous rend membres d'une société, et qui est celle de la citoyenneté, du citoyen. Il est à noter d'ailleurs que c'est très récemment que dans le monde anglo-saxon, on a fait référence à cette notion de citoyenneté parce que la configuration était un tout petit peu différente. On faisait la différence entre le citoyen ou quelqu'un qui était de la nationalité ou qui faisait par exemple référence ou qui appartenait au Commonwealth pour la tradition anglo-saxonne. C'est la même chose aux États-Unis. Ce terme est très lié à la représentation sociale de la République, en particulier de la République française, du citoyen que l'on distinguait, du sujet que l'on distinguait, du résident que l'on distinguait, en l'occurrence aussi du migrant ou de celui qui était de passage. On va s'arrêter un tout petit peu sur cette notion de la citoyenneté parce qu'elle dit quelque chose du statut des femmes et des hommes qui constituent le projet social, qui font société. Ce qui fait société et ce qui constitue une structure sociale qui détermine un pays, une nation, c'est la qualité donnée à chacune et à chacun de ses membres d'être un citoyen. Un citoyen, cela veut dire la reconnaissance que la loi commune nous donne un statut dans une société structurée qui a une histoire, qui a une mémoire, qui a des cultures, et une culture dominante souvent, et qui produit une nation. La nation, c'est le sens de l'appartenance, l'État, c'est la structure légale de cette appartenance. Et c'est pour ça qu'on parle de l'État-nation, puisqu'il faut la loi pour l'État et la nation pour le récit qui habille cette notion d'État. Donc, ce que l'on devrait comprendre, c'est que dans une société donnée, eh bien, il y a le citoyen, et puis il y a l'étranger, il y a le citoyen, et puis il y a le résident, il y a le citoyen, et puis il peut y avoir l'immigré. L'immigré peut devenir citoyen après un certain nombre d'années, dès qu'il a acquis, en général, les années qu'il faut, et maintenant on y a ajouté bien entendu un certain nombre de conditions, la langue, même l'acceptation d'un certain nombre d'éléments de la culture, puisque vous savez que dans un certain nombre de pays occidentaux, parce que l'on a peur de l'immigré, on a
aujourd'hui imposer des examens de la citoyenneté où on va tester votre langue, où on va tester vos valeurs, où on va savoir si vous êtes intégré culturellement à la nation à laquelle vous désirez appartenir dans la démarche de naturalisation que vous allez faire. La notion de citoyenneté, il faut s'y arrêter parce que elle apparaît comme évidente et pourtant sa traduction dans la dynamique sociale est devenue problématique. Pourquoi? Parce que le citoyen, ce devrait être tous ceux qui, dans une société donnée, ont le passeport, ont la nationalité. Ils participent de la nationalité. Là, je parle effectivement dans le cas de la République, c'est un tout petit peu différent dans la tradition anglo-saxonne, mais ce que l'on comprend, c'est qu'en général, quand vous avez le passeport, quand vous avez l'identité du pays, vous avez la citoyenneté. Et cette citoyenneté veut dire que vous avez les mêmes droits, que vous avez les mêmes privilèges que vos concitoyens, que tous ceux qui participent de cette société-là. Ce que nous avions dit et discuté dans notre précédent rendez-vous sur l'égalité des droits, etc. On devrait, de ce point de vue-là, être sur un plan égalitaire. Ce qui pose un problème dans notre réalité aujourd'hui, c'est que on s'aperçoit insensiblement qu'après avoir pensé une citoyenneté qui nous rendait tous égaux avec une commune référence à la nation, c'est-à-dire au récit commun, eh bien, les migrations du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle rendent les choses différentes. Et encore une fois, pas simplement en Occident. Écoutez et regardez ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Qu'est-ce qu'un Ivoirien? Une question qui a été posée. Qu'est-ce qu'un Burkinabé, une question qui a été posée. Qu'est-ce qu'un Congolais? Qu'est-ce qu'un Zaïrois? On a posé ces questions en Afrique. Qu'est-ce qu'un Mauritanien? Qu'est-ce qu'un Brésilien même? Ce sont des questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'un Malais ou un Malaisien? Des questions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'un Bangladeshi? Dans chaque société, à un moment donné, on a questionné la citoyenneté par le problème posé à l'identité. Et en fait, la question de la nation a eu un impact sur le cadre légal de la citoyenneté, au point de fonder une nouvelle catégorie. Tu peux bien avoir le passeport de ton pays, tu peux bien être un citoyen, mais si la mémoire de ton histoire ne te fait pas entrer dans le récit commun de notre culture, tu as le papier de la citoyenneté, mais tu as la conscience de l'étranger. Et tu as un statut, étonnamment, qui est un statut de citoyen étranger. Il y a aujourd'hui des citoyens sur le plan légal qui sont étrangers sur le plan national. Tout à fait étonnant, et pourtant, c'est comme ceci que les choses sont en train de se dérouler. La citoyenneté qui devrait nous donner tous les droits égalitaires, on s'aperçoit que par la façon dont le pouvoir et l'autorité conçoit ses propres citoyens ou différencie entre ces citoyens, eh bien, va traiter les uns comme des citoyens de plein droit participant à notre récit national et d'autres comme des citoyens étrangers à notre culture nationale. Ils peuvent être noirs, ils peuvent être arabes, ils peuvent être musulmans. On n'oublie jamais d'où ils viennent. La caractéristique de celui qui fait nation, c'est celui dont on a oublié que pendant des décennies, il était immigré. Car je l'ai répété depuis 30 ans, la différence entre un autochtone ou un citoyen d'ici et l'étranger ou l'étranger d'origine immigrée, c'est que l'autochtone est un immigré de plus longue date. C'est-à-dire que son histoire est plus longue, mais il est aussi immigré. Montez dans sa génération et vous verrez qu'il vient de quelque part. Et donc, on a par rapport à cette notion de citoyenneté, quelque chose qui est très difficile à tenir sur le plan légal. C'est que oui, vous avez la citoyenneté, mais quelque chose vous manque. Quelque chose n'est pas là qui vous fasse comprendre que vous êtes un des nôtres. Et à partir de ce moment-là, on entre avec une autre notion, qui quand elle est dite, comme je vais la dire, est positive.
C'est-à-dire qu'une société qui offre la citoyenneté commune doit, au nom de la citoyenneté commune, composer avec la diversité de ceux qui la constituent. Ils devraient être divers dans leur mémoire, divers dans leur culture, égalitaires dans leur statut de citoyen. Alors c'est pas comme ça que les choses se passent. Comme justement on a une nouvelle catégorie de citoyens dont on n'oublie jamais qu'ils sont d'origine immigrée parce que notre récit commun ne les a pas intégrés et qu'on n'arrête pas de leur dire intégrez-vous mais qu'on ne les intègre jamais, ce qui a été une formule pour moi de dire cessez de me dire de m'intégrer quand votre esprit ne m'a jamais intégré et n'est pas prêt à le faire. Vous voulez que je m'intègre à un cadre dont votre esprit m'a exclu. Je suis exclu dans votre tête et vous faites semblant de vouloir que je m'intègre dans l'espace social et dans le statut qui est maintenant, qui a changé de nature. Son cadre légal est clair, la connotation, sa traduction légale ne l'est plus. C'est-à-dire, comme on applique le droit, ça n'est plus une réalité qui est égalitaire. Donc il y a des différences entre les citoyens. Il y a les citoyens de la nation et les citoyens de droit avec l'État, étrangers à la nation et à son récit. Et ce qui devait être l'expression de cette diversité qui fait nation, qui fait culture dans sa diversité, devient en fait son inverse. La diversité devient une suspicion de la différence, voire du rejet de l'intégration, voire du rejet de l'appartenance. J'étais divers dans la richesse de ma différence et je deviens suspect dans le danger de ma non-intégration, de ma différence. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le récit que nous avons aujourd'hui, de la citoyenneté qui est un mot positif, à la diversité qui est autant positif. Tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là, en France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève les étrangers, il n'y a plus de science française. On finit par d'origine immigrée, différent de notre récit commun. Sa migration le fait sortir de la nation et la diversité est devenue l'expression de conflits potentiels. Parce que ce que nous attendons de lui, c'est qu'il s'intègre et ce que lui veut de nous, c'est qu'on l'accepte comme il est. Sa différence devient son danger met à mal notre identité. Et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Pourquoi j'appelle ça coloniser? Parce que, pour une raison simple, qu'est-ce qu'un immigrant? Un immigrant, c'est simple, c'est un type qui vient et qui dit « Mes enfants ne seront pas comme j'étais moi, mais ils seront comme ceux qui sont où je suis arrivé. » Et la citoyenneté se perd dans la réalité de ce discours-là. Donc on ne parle plus de la même chose. On dit « Mais je suis français de confession musulmane. » Ah ben oui, dommage, fallait pas ajouter de confession musulmane. Je suis français de couleur noire, je suis un peu basané. Ah ben oui, il fallait pas ajouter de. Le complément du nom a perverti le nom. Le complément du nom, citoyen, le de a perverti ce qui venait avant. Et c'est comme si vous disiez dans le langage, parce que on a un usage des conjonctions de coordination tout à fait problématique en langue française, il dit « je suis français, mais », le de veut dire « mais ». Non, j'ai dit « de », ça veut dire que ça me permet de vous situer dans mon histoire, mais le « de » veut dire « mais », donc pas tout à fait citoyen. Je suis, le « mais » enlève sa substance au premier mot que nous avons utilisé. Et donc la diversité devient un problème, elle n'est plus l'expression d'une richesse, elle est le risque d'une dilution de l'identité nationale. Vous savez, c'est tout ce qu'il y a derrière le grand remplacement. C'est tout ce qu'il y a derrière, ils nous colonisent. Ils sont en train de venir. Ils viennent silencieusement, année après année. Et on va créer la controverse et en vous disant, les controverses qui se multiplient sont la preuve qu'ils nous envahissent. Vous voyez comme c'est pervers comme réflexion. On crée la polémique pour créer le débat et on dit par la multiplicité des débats, c'est le fait qu'ils sont de plus en plus nombreux, c'est le fait qu'ils sont de plus en plus dangereux. Donc, multiplier le débat, c'est multiplier
le danger qu'il représente. Et comme le danger qu'il représente est multiplié par les débats que nous avons multipliés, nous sommes donc en danger. L'équation mathématique a dit la vérité de cette construction-là. De ce point de vue, il faut que nous soyons extrêmement clairs en ayant compris ce qu'il y a derrière la notion de citoyenneté, parce qu'il faut comprendre que la citoyenneté, il faut la revendiquer, mais il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, cette citoyenneté, non, ne questionne pas le récit commun, elle le nourrit, elle l'enrichit. Dire que la mémoire de la France, ou plutôt, pour le dire de façon factuelle, que l'histoire de la France s'enrichit de la mémoire de tous ceux qui viennent du Sud et qui viennent ajouter à l'histoire de France la mémoire de ceux que parfois elle a exploités, c'est une chance pour la France. Sauf à penser que la France n'a d'histoire que dans la glorification de l'exploitation qu'elle a imposée. Et donc elle se ment à elle-même. Elle mentirait sur son histoire. Ce serait une histoire de sa puissance, non pas une histoire de sa vérité. Est-ce que l'on va faire de la France ou produire pour la France une histoire de sa célébration ou une histoire des faits réels qui font que il y a eu deux France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les résistants et les collabos. Et on ferait bien pour essayer, ou pour ne pas devenir arrogant, en pensant que nous n'avons été résistants, qu'il y a eu quand même beaucoup de collabos. Beaucoup. Et cette réalité de la collaboration, elle nous ramène à l'humilité de notre réflexion sur cette question. Donc citoyenneté, diversité. Et donc à partir de là, ceux qui sont issus de la diversité, parce qu'on voudrait être positif, il est issu de la diversité, enfin enlever le issu de la diversité en étant positif, ce que vous voulez dire dans la diversité, c'est qu'ils sont issus de la différence. Et donc de la différence de ceux qui ne sont pas nous. Au bout du compte, le français devrait dire je suis issu de mon histoire. Pourquoi voulez-vous continuer à ajouter des mots qui vous laissent toujours entendre que je ne suis pas exactement des vôtres? Et ça nous amène, de ce point de vue, à la catégorisation de ce vocabulaire, à ce que fut la répartition de ces espaces. Où va-t-on trouver ceux qui sont les citoyens, qui sont certes les citoyens, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, mais qui justement vont être géographiquement l'expression de cette présence-différence. Présence-différence. Ben, on va les trouver dans la banlieue, on va les trouver dans la cité, on va les trouver dans la différence de l'espace. Puisque nous sommes là, ils seront là. Oui, et dans la tradition anglo-saxonne, c'est un tout petit peu différent. Dans la tradition anglo-saxonne, on les appelle the inner city, c'est-à-dire c'est à l'intérieur, au centre de la ville qu'on trouve les différents, les laissés pour compte, les noirs, les pauvres, à l'intérieur. Et puis tout autour, là où la richesse s'exprime dans l'espace, eh bien il y a les blancs, il y a les suprémacistes, il y a ceux qui ont les privilèges, il y a l'aristocratie, l'oligarchie, les riches et leur argent. Vous voyez que les cultures dessinent les espaces différemment, mais il y a toujours une logique, il y a toujours un trait commun. Quel est le trait commun entre ce que vous voyez aux États-Unis et ce que vous voyez ou en Angleterre ou dans le monde anglo-saxon et la République française et les espaces, par exemple, même en Afrique aujourd'hui? Il y a un trait commun, c'est qu'ils ne sont pas peut-être au même endroit, mais ils sont toujours séparés. On a séparé les espaces. La banlieue, la cité, inner city, on n'est pas au même endroit parce qu'on n'a pas le même statut, même si légalement, on nous appelle citoyens. Ceux d'ici sont des citoyens de la diversité, de la différence, du danger contre notre sécurité. Et donc, on a séparé. Ah, voilà un mot intéressant. Séparé. On a séparé les espaces, on a séparé les statuts. Qui? Ceux qui sont venus? Non. Ceux qui sont venus l'ont subi. Et comment on les appelle aujourd'hui? Ceux qui ont subi. Ceux à qui on a imposé la séparation. On les soupçonne de séparatisme. C'est eux qui veulent se séparer. Et on va même aller chercher, non content de les avoir séparés dans le statut, séparés dans l'espace, on va les séparer dans ce que sont leurs valeurs, dans ce qu'est leur religion, dans ce qu'est leur couleur. Parce que, évidemment, quand on a compris la religion de l'autre comme étant une religion qui a une cohérence, qui a un ordre du monde, si elle n'est pas la même que la nôtre, elle est séparée. Ils sont séparatistes. Alors hier, on disait
communautariste. En Angleterre, c'est un mot plutôt positif. En France, c'est négatif. Alors, comme finalement, de passer de l'un à l'autre, celui qui est francophone, anglophone, sait que c'est difficile de passer de communautariste à communautaire en utilisant un mot connoté négativement en français, positivement en anglais. Alors on va dire séparatiste, parce que là, dans les deux cas, on comprend ce qu'on veut dire. Il se trouve que les Chinois, quand ils parlent des séparatistes, ils parlent des musulmans qui revendiquent leur indépendance et la reconnaissance de leurs droits. Et que partout dans les sociétés, regardez en Inde ce qui est en train de se passer, la reconnaissance du droit commun. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, non, en fait, vous êtes des séparatistes. Rendez-vous compte, un citoyen qui demande à avoir une reconnaissance égale du point de vue du droit, du point de vue de sa mémoire et du point de vue de sa religion, devient de ce point de vue-là un séparatiste. C'est-à-dire à vouloir que ce que je crois vaille autant que ce que tu crois, toi qui domines, eh bien, tu veux séparer. Est-ce que j'ai le droit de finir? Je n'aime pas qu'on insulte mon pays. Je suis désolé. Comment dire? Non, votre pays, c'est le mien, monsieur. À quel jeu voulez-vous jouer? Mais j'aimerais que vous l'aimiez autant que moi, madame. Je fais ce que je veux. Je ne peux pas accepter. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux de mon pays. Un mot pour Francis Piner. Allez, ce que je veux. Ce pays. Je fais ce que je veux de mon pays, que ce soit bien clair. Il ajoute quelque chose. Je fais ce que Non mais vous allez répondre, Maboula Soumaoro. Je dis deux choses. C'est inacceptable ce que je viens d'entendre. Parce que pour que moi, je sois avec toi dans la société qui fait sens, il faudrait que j'oublie ce que je crois pour que je croie comme tu crois. En d'autres termes, ne pas être un séparatiste, c'est de ne plus penser par soi, mais c'est penser par toi. Toi qui fais le droit, toi qui fais la loi, toi qui fais la culture. Cet ordre-là est un ordre extrêmement dangereux. Ce ne sont pas du tout, ce que je suis en train de vous dire là, ce ne sont pas du tout des promesses de paix et de vie paisible demain. C'est des promesses de conflit entre cultures, entre religions et entre valeurs. Au point même que les politiques qui n'ont plus d'idées ne vivront demain non pas par leurs idées, mais par les conflits, qui seront des conflits sans idées, qui sont des conflits identitaires, qui sont des conflits émotionnels, qui sont des conflits d'instinct, qui sont des conflits de tripes. Quand on ne sait plus penser la paix avec des mots, on construit la guerre avec des sentiments. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est cela que nous devons comprendre dans notre réflexion sur la citoyenneté, sur le séparatisme, sur la diversité, sur tous ces mots que nous devons aujourd'hui comprendre, que nous devons appréhender, auxquels nous devons donner du sens pour pouvoir, de ce point de vue-là, être extrêmement clair sur ce que nous sommes, d'où nous venons, et surtout, où nous allons. Parce que où nous allons, nous y allons. Et quand je dis nous, c'est nous et vous. Qui est le vous? Eh bien, c'est nous. Je vous retrouve pour une deuxième partie qui sera fondée sur une question sociale plus spécifiquement. À tout de suite. À des urgences imprévues. Forcément, ils sont grégaires et dépourvus de culture générale. Pire, la méritocratie s'est constituée en une classe spéciale et séparée, comme l'avait prédit Christopher Lasch. Dans certains pays, ses membres vivent dans des enclaves protégées et du coup, ces nomades du mérite ont tendance à privilégier des politiques qui favorisent leurs propres intérêts. Vous vous réclamez, Monsieur le Président, de l'idéal républicain de l'égalité des chances. La méritocratie, la sélection sur concours, était censée provoquer une forte mobilité sociale en donnant leur chance aux plus compétents et aux plus travailleurs. Eh bien, je vous conseille le livre du Britannique James Bloodworth, The Myth of Meritocracy, le mythe de la méritocratie, sous-titre Pourquoi les enfants d'ouvriers ont encore des boulots d'ouvriers. Vous y verrez développer l'analyse d'un phénomène que nous connaissons trop bien en France. Les élites ont une forte tendance à s'auto-reproduire. Les rapports PISA le démontrent, notre système scolaire et éducatif a cessé de favoriser la mobilité sociale. Un autre universitaire, italien cette fois-ci, Giuseppe Trognon, a montré dans un livre intitulé « La démocratie du mérite » comment en France en particulier, la méritocratie s'est glissée dans les mœurs de l'ancienne aristocratie. Il écrit « La France résonne encore comme la noblesse de la cour de Versailles. Un diplôme dans les écoles d'excellence procure des droits, comme jadis les titres de noblesse conféraient des privilèges. »
Rebonjour, je vous retrouve pour notre deuxième partie sur la question sociale, sur une notion qui est liée à la réalité sociale. Et nous allons nous y arrêter parce que, vous allez tout de suite le comprendre, elle est liée à ce que nous venons de dire dans la première partie, elle est liée aussi à toutes les discussions que nous avons eues les mois précédents, parce que elle dit quelque chose de ce que l'on peut attendre de l'individu, une femme, un homme dans une société donnée, et de ce que le discours politique essaye de traduire dans l'attente que l'on a des êtres humains. Et cette notion sur laquelle nous allons nous arrêter, elle peut être pernicieuse parce que parfois, elle est utilisée par des individus, des femmes ou des hommes, qui sont sortis d'un contexte social extrêmement difficile, modeste, pauvre, marginalisés, et qui ont réussi socialement, et qui vont utiliser le même terme que les élites de la société à laquelle ils participent et qu'ils ont pu rejoindre. Ce terme, c'est le terme de la méritocratie. La méritocratie, c'est cette idée que finalement, une femme ou un homme dans une société doit, au gré de ses efforts personnels en tant que femme, en tant qu'homme, dans son milieu social ou dans sa culture, doit pouvoir obtenir, au gré de son évolution éducative et professionnelle, eh bien, le statut qui est équivalent à ses efforts et donc à son mérite. La méritocratie, c'est célébrer le mérite qu'une femme ou qu'un homme doit recevoir au moment où elle ou il fait les efforts qu'il faut pour pouvoir réussir socialement. Tout cela est très beau et ça nous donne un portrait assez clair. On se dit, ben oui, c'est vrai. Une femme dans une situation qui va faire des efforts pour obtenir, pour être dans l'éducation, et puis pour avoir un travail, et puis pour s'en sortir, elle a du mérite. Et la société doit reconnaître ce mérite. Et sur la base de ce mérite, lui donner un emploi, lui donner une profession, lui donner un statut. Il faut célébrer ce parcours personnel de l'individu qui parvient à une réussite sociale que nous ne pouvons que célébrer, que nous ne pouvons que reconnaître. Tout cela est beau, mais cela ne correspond à rien. Cela ne correspond à rien parce que les individus qui voient l'être comme un individu et qui traverseraient la réalité sociale, ceux qui parlent de cette façon-là sont souvent les privilégiés. En fait, vous ne voyez l'individu réussir que quand vous ne voyez plus ce que l'environnement vous a donné pour que vous puissiez réussir. En d'autres termes, quand vous êtes un privilégié dans une société et que vous croyez réussir individuellement, vous ne vous rendez pas compte que la société a fait de vous un privilégié qui réussira, non pas simplement au gré de ses qualités personnelles, mais parce que tout le cadre social lui a donné la possibilité de réussir. Et ce qu'on va faire, comprenez-le, et c'est ceci qui est le plus difficile à accepter parce qu'au fond, c'est révoltant. Au fond, c'est lâche. Au fond, c'est mensonger. Que va faire celui qui, faisant partie de l'élite, faisant partie de la noblesse, faisant partie des riches, faisant partie de l'intelligentsia, il se voit réussir en ne considérant plus le cadre qui lui permet de réfléchir, ses propres privilèges, le fait, par exemple, sans s'en rendre compte, qu'il vient d'une famille où le nombre de mots utilisés par jour, le cadre social, les réseaux, les relations, l'école dans laquelle elle allait, faisaient en sorte que tout était fait collectivement pour qu'il réussisse individuellement et qu'il ne se rende même plus compte. Qu'est-ce qu'il va faire par rapport au laissé-pour-compte de la société? Comme lui se voit seul dans ce cadre et qu'il oublie le cadre, il va regarder la société de ceux qui sont les moins privilégiés et il va vous sortir l'exemple qui est censé prouver la réalité de tous. Un tel que je connais venait de telle situation. Il était pauvre parmi les pauvres et lui, il a réussi. Donc, son mérite est grand et donc il faut le célébrer. Oubliant au passage que l'exception de celui qu'il cite et qui devient un symbole, un peu comme ce que vous avez eu aux États-Unis quand on vous a dit
extraordinaire. Les États-Unis ont dépassé le racisme. Pourquoi ont-ils dépassé le racisme? Comment il y a la preuve aujourd'hui au XXe siècle et au XXIe siècle que quelque chose change aux États-Unis? Eh bien, je vais vous parler du plus bel exemple. Barack Obama. Barack Obama est devenu président. Et parce que lui est devenu président, c'est la preuve qu'on peut. Sauf que, à un Barack Obama, combien de millions d'Afro-Américains laissés pour compte par les structures sociales qui les étouffent, les tuent et les marginalisent? Parce que la réalité d'un, et en plus, après il faut regarder, il n'a pas simplement réussi parce qu'il était noir et afro-américain, tout son cadre social, riche parmi les riches et encadré dans un cadre qui l'a permis de réussir. Donc il est l'exemple que l'on brandit pour oublier la règle que l'on cache. Et cet exemple et ce symbole, il cache une règle. La règle, c'est que on peut bien parler de méritocratie de certains. Alors les privilégiés, qu'est-ce qu'ils font? Comme je vous le disais tout à l'heure, ils en prennent un exemple. Et vous avez même, et c'est là où c'est le plus pernicieux, des femmes ou des hommes qui viennent de ces milieux-là et qui disent « Mais moi j'ai bien réussi, je viens de là, et donc si on veut, on peut. » Ah non, c'est pas aussi simple que ça. Si on veut, on ne peut pas toujours. Parce que déjà, il faut avoir les moyens de vouloir. Et que pour certains qui en sont sortis, ils ont voulu parce qu'ils étaient déjà dans un cadre qui a pu être protégé, parce qu'ils ont eu des parents qui ont pu donner tout ce qu'ils avaient pour les protéger. Et quand j'entends par exemple aujourd'hui quelqu'un dans la scène politique française comme Rachida Dati, mais tellement d'autres, qui dit « Mais moi j'ai pu » et qui oublie dans l'élan que si elle a voulu, elle a pu, c'est que le cadre, la structure a pu la protéger. Mais qu'en est-il même de ses propres frères? Qu'en est-il même de sa propre famille? Qu'en est-il même de ses propres voisins? Ils ne voulaient pas. Ils étaient vraiment sans mérite. Ils n'avaient aucune aspiration à être des êtres humains dignes, ou quelque chose d'autre s'est passé dans la structure sociale qui les a empêchés. C'est là la discussion sur laquelle il faut s'arrêter quand on parle de méritocratie. On ne peut pas juger de la réussite ou de l'échec d'un homme dans la seule réalité individuelle en les sortant des dynamiques sociales qui permettent aux uns de reproduire les privilèges. Mérieux le disait, tous ceux qui ont parlé de l'éducation, mais ça remonte à loin, ça remonte à Pestalozzi, ça remonte à Piaget, de dire, mais attendez, l'école qui devrait être le lieu où l'on permet à ceux qui n'avaient pas les mêmes droits ou à ceux qui n'avaient pas les mêmes opportunités de pouvoir s'en sortir, eh bien, elle reproduit les inégalités. Donc, si elle reproduit les inégalités, vous n'allez pas en sortir un en disant « il a le mérite ». C'est beaucoup plus difficile que ceci. C'est beaucoup plus complexe que cette réalité-là. Et ceux qui sont les privilégiés, ils ont certes des parcours individuels que la collectivité ou que la structure sociale a permis. Ils sont les produits individuels de privilèges collectifs. Je répète, ils sont les produits individuels de privilèges collectifs. Et chaque fois qu'on leur parle, ils se présentent comme des produits individuels. J'ai réussi par mon mérite. Mais non, ton mérite n'est que la traduction de tes privilèges. Et qu'à un moment donné, il faut le reconnaître, ceci. Donc ça, c'est un élément sur lequel on ne peut pas non plus s'arrêter. C'est aussi faux, cette attitude par rapport au mérite, que de passer de l'autre côté en disant « il faut qu'on donne aux gens des positions en fonction de leur couleur. T'es compétent, t'es pas compétent, mais t'es noir, t'es bon. T'es compétent, t'es pas compétent, t'es une femme, c'est ton poste. » Mais non. On ne peut pas, cette affirmative action qui serait basée sur une perception totalement superficielle, est aussi fausse que l'autre. C'est-à-dire la méritocratie de penser qu'on est un individu et l'autre qui pense qu'on doit avoir un poste uniquement parce que l'on représente, ça ne peut pas être. On ne peut pas avoir de projet social, même s'il faut pouvoir justement éviter les positions extrêmes. Dire que rien n'est dû au mérite est une erreur. Dire que tout doit être, rien n'est dû à la réalité de la couleur ou du statut social et de le nier est une erreur aussi. Il faut donc une position sage. Et cette position sage, elle doit nous amener à considérer 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur de la structure sociale et de sa dynamique. Et quand je parle de structure sociale, c'est l'histoire, c'est le statut social et c'est les
l'institutionnalisation que l'on trouve dans ces structures sociales. C'est l'éducation, c'est l'emploi, c'est ce dont nous parlions la dernière fois, à savoir l'espace urbain et tout ceci. Il faut tenir compte de ceci, et il faut tenir compte du facteur de la collectivité, de la communauté. Ça, il faut en tenir compte. Et donc, on doit, de ce point de vue, tenir compte des facteurs collectifs, de la réalité sociale des personnes dans ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Bien entendu, il faut aussi reconnaître le statut de la personne dans la société. Et le statut de la personne dans la société, ça n'est pas simplement son statut de pauvre ou de riche, c'est comment on reconnaît sa couleur, comment on reconnaît son histoire, comment on reconnaît son parcours, son cheminement. Je ne suis pas uniquement ce qui vous apparaît, je suis le produit d'une histoire qui m'a faite. Et vous ne pouvez pas socialement demander que je réussisse dans ce que je suis si vous niez d'où je viens et ce qui m'a fait. C'est aussi simple et aussi difficile que cela, c'est-à-dire que c'est tout un mouvement, c'est un parcours. Et là-dessus, nous devons, de ce point de vue, être véritablement conscients de cette dynamique-là, de cette réalité, de ce qui nous constitue. Ça, c'est un deuxième élément. Et là où il faut, comme troisième facteur, être à mi-chemin, c'est effectivement de reconnaître qu'il y a des femmes et des hommes qui, dans une structure donnée, une structure sociale, eh bien, réussissent par la force qui a pu être la leur, une force mentale, une force d'apprentissage, des capacités personnelles, eh bien, réussissent à acquérir du savoir, à entrer et d'abord à dépasser leur statut et à entrer dans une réussite sociale. Au lieu de dire qu'au nom de cela, on condamne tous les autres, il faudrait utiliser ce symbole pour que ce symbole retourne à ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges familiaux ou même simplement de qualité personnelle, pour qu'ils aident ceux qui sont dans une situation sociale qui apparemment est similaire ou qui apparemment est la même réalité, mais qui est différente pour 1000 raisons, par le caractère de la personne, son histoire, ses parents, tout ça, il faut tenir compte de ça. Plutôt que de prendre le symbole qui condamne, prendre le modèle qui accompagne. Plutôt que le symbole qui condamne tous les autres, toi t'es noir, t'as réussi, c'est-à-dire tous les noirs ils pourraient, eh bien il faut prendre cette personne-là pour qu'elle accompagne tous les autres et qu'elle exprime, qu'elle traduise la capacité que l'on peut avoir en tenant compte de tout ceci. Le pire, c'est ceux qui ont réussi avec du mérite et qui condamnent au nom de la méritocratie. Parce que c'est ce que l'on voit de ce point de vue-là. On voit des jeunes et des moins jeunes de ce point de vue-là. C'est quand même douloureux de voir des gens, certains noirs qui sont sortis des inner cities aux États-Unis, qui sont avocats, profession libérale, ou qui sont devenus des politiciens, ou des gens qui sont sortis des cités en France ou en Belgique, dans les banlieues, ou en Angleterre et tout ceci. Puis on les voit comme ils parlent de ceux avec lesquels ils ont vécu hier. Et qui tout à coup se donne l'arrogance de celui qui a réussi seul, alors qu'il y a tellement de facteurs qui les ont fait réussir. Je préfère, quant à moi, ceux qui sortent de ces cités et qui n'oublient jamais d'où ils viennent. N'oublient jamais, je viens de là. Et donc, dans leur but, souvenez-vous aussi de Malcolm X. Quand à un moment il dit, mais je viens de la banlieue, donc j'y retourne. En prison, j'ai appris à lire. En liberté, je vais apprendre à d'autres à lire de la même façon. Donc ma réussite, c'est un exemple, ça n'est pas votre condamnation. Parce que de là où je viens d'ailleurs, je suis passé par la case prison. Donc ça, c'est un premier élément. Et le discours qu'on doit tenir à ceux qui ont des privilèges, qui n'arrêtent pas de nous parler de la méritocratie, eh bien, c'est de dire, cessez de nous mentir, cessez de nous faire croire que votre réussite personnelle n'est due qu'à vos qualités et votre intelligence. Toute la structure sociale et institutionnelle est faite pour votre sécurité, votre réussite et la préservation de vos privilèges. Et que votre individu ou l'individu que vous mettez en avant, il est accompagné, porté par un système qui le fait réussir. Votre méritocratie est l'autre nom des privilèges acquis et préservés. Et vous l'appellerez méritocratie parce que ça vous arrange. Parce que dire j'ai réussi seul vous permet d'éviter de dire que le système vous a fait ensemble et que vous êtes dans l'entre-soi.
vous vous connaissez, vous, socialement, c'est un réseau de privilèges. Même si vous ne vous connaissez pas, vous vous reconnaissez. Il y a des structures institutionnelles qui savent dire qui est des nôtres et qui est des autres. Et cela aussi, c'est un engagement qu'il faut avoir, que nous devons avoir pour refuser ce nouveau terme que nous avons aujourd'hui de la méritocratie qui condamne ceux qui ne réussissent pas en laissant entendre que s'ils voulaient, ils pourraient. Et à qui on a enlevé dès l'origine la capacité à vouloir parce qu'on les a privés de toute potentialité à pouvoir. Et si je ne peux pas, vous ne pouvez pas me faire croire que je peux vouloir ce dont vous m'avez handicapé, ce dont vous m'avez amputé. Voilà, je vous retrouve pour une troisième partie, la partie spirituelle pour ce mois. À tout à l'heure. Rebonjour, je vous retrouve pour cette dernière partie sur une notion spirituelle, une notion fondamentale en ce qu'elle nous constitue dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport à Dieu, dans notre rapport au monde. Une notion sur laquelle nous nous arrêtons peu, elle est partout et souvent nulle part dans nos discours, pas suffisamment mise en évidence. C'est la relation au beau, le beau. Vous savez que dans la tradition grecque, c'était parmi les valeurs idéales, les valeurs supérieures. Dans le monde des idées, le beau était essentiel. Dans la tradition musulmane, et pas seulement, encore une fois, vous trouvez ceci dans pratiquement toutes les traditions spirituelles. C'est vrai également dans tout ce qui est le yin et le yang, même dans la tradition confucéenne de la Chine antique. Vous avez une réflexion très très importante entre le beau et le spirituel, c'est-à-dire, en fait, le spirituel, si on dit qu'il peut être l'élément du sens, c'est-à-dire le beau et le sens. Et ce qui est tout à fait important ici, c'est que dans l'immonothéisme, faisant écho à toutes ces traditions-là, il y a une association tout à fait particulière entre le sens et le beau. C'est-à-dire le sens de la vie est le beau. Et Dieu est beau et il est le créateur du sens. Donc, il n'y a pas simplement la signification qui veut dire quelque chose, elle dit quelque chose et elle donne une forme. C'est-à-dire le fond, qui est le message, prend la forme qui est le beau de ce message. Dieu est beau et il aime la beauté. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. On le sait, c'est une tradition prophétique. Et ça nous associe, de ce point de vue-là, on est associé à quelque chose qui est très important dans l'exercice spirituel. C'est-à-dire qu'il y a dans la recherche du bien l'expérience du beau. Dans la quête de sens, la quête du beau. Je vous donne un exemple. Le prophète, alayhi salam, et c'est un verset que je cite souvent, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, est enclin à la difficulté de ceux qui, parmi les hommes, ne reconnaissent pas son message. Il y a de l'adversité, il y a de la méfiance, il y a du rejet. Et des gens qui l'aiment, des gens qu'il a aimés, des gens qui l'ont reconnu. Et au gré d'une nuit, il reçoit un verset. Et ce verset lui dit et lui parle d'un don de Dieu. Le message est venu, et ce don de Dieu qu'est le message va créer l'adversité des hommes, dans quelque chose qui n'est pas beau, quelque chose qui est leur agressivité. Et Dieu lui révèle, il y a certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du nuit, et de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Il lui dit, regarde, si les hommes peuvent t'offrir le lait, c'est-à-dire ce qui est répulsif, que tu n'aimes pas, eh bien Dieu t'a donné ce cadeau qui est le beau. Le texte est beau et il parle de la beauté. Et si tu sais le sens beau du texte, tu verras les signes beaux du monde.
Le beau répond au beau. Les deux livres sont beaux, le texte. Et quand vous entendez le Coran, il y a des gens qui sont venus à la foi par l'écoute de la beauté de la psalmodie sans même comprendre le sens. Le beau les a amenés. Et il y en a certains qui, enfin, ils entendent un appel à la prière. C'est beau. Et ça me prend, même si le sens n'a pas atteint mon cerveau, le beau a atteint mon cœur. Il a atteint ma perception. Et ce beau, il parle du beau du monde. Le coucher du soleil, l'alternance de la nuit et du jour, la beauté de la nature, qui va t'amener ensuite à la beauté des hommes, à la beauté dans les hommes, la beauté de cet amour, la beauté, parce qu'il y a la beauté de ce qui est et il y a la beauté du geste. Il y a la beauté du geste. Vous savez, parfois, quand vous voyez simplement la main d'un vieux qui touche la main d'un enfant, et que vous voyez ce que ça veut dire, c'est-à-dire la beauté de cette génération qui part et de cette génération qui vient et qui dit la solidarité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vous dites, c'est beau. Mais en fait, c'est beau. Pourquoi? Uniquement parce que c'est beau, demain qui se rend compte? Non. C'est beau par le sens que cela porte. C'est beau par le signe. Et le signe est beau. Et Dieu parle de cette beauté-là. Cette capacité à regarder autour de nous. Ce que la foi nous dit, c'est, attention, Dieu fait vivre en vous la foi, non pas simplement pour que vous accédiez au sens, mais qu'avec le sens, vous accédiez au beau. Et ce beau-là, il est l'expression la plus manifeste de la présence de Dieu. Et du don que Dieu vous a fait de sa création, de ses éléments, autour de vous et en vous. Quand il est dit, nous leur montrons, nous leur montrerons nos signes dans les horizons en eux-mêmes. Ce n'est pas des signes du sang, c'est le signe du beau. Regarde à l'extérieur et tu verras toute cette beauté. Mais regarde à l'intérieur. Il y a du beau en toi, même si tu t'ignores. Et te connaître, ça n'est pas simplement connaître la faille qui te blesse, mais la qualité qui t'honore, la beauté qui t'habite, parce qu'il y a du beau en toi. La capacité à t'émouvoir, tes larmes, ton amour, ton cœur. Le beau, c'est aussi une façon de célébrer ce cadeau de Dieu. Et ce cadeau de Dieu, c'est la beauté. Donc vous voyez comment, dans cette conception de l'univers, vous voyez que toutes les traditions sont... Vous retrouvez la tradition chinoise, les traditions confucéennes, indiennes, bouddhistes, la tradition mystique juive, chrétienne, tout cela, c'est l'ordre universel. Après, évidemment, le Coran et la tradition musulmane vont traduire ceci de façon spécifique, mais nous dire, voilà, est l'un des signes que le Coran est le Verbe de Dieu. Est-ce que c'est son sens? Ben non, c'est aussi sa beauté. C'est aussi cette façon que les mots ont de se parler, non pas par leur sens, mais par leur sonorité. Le son qui parle au son et qui dit que ce son va avoir un impact sur ton émotion. Le son parle sans les mots. Le beau parle sans les mots. Bergson, qui était un anti-intellectualiste, il voulait à un moment donné qu'on parle par image, par les histoires. Une image qui ne réduisent pas les choses aux mots, mais une quantité de mots qui disent l'image au-delà des mots qui la réduisent. Le texte sacré vous dit ceci tout le temps. Il vous appelle. Il vous appelle même avec des lettres. Aleph, Lam, Mim, Hémésie de la voix. Parce que ce texte-là, non seulement tu dois le lire pour son sens, mais tu dois le réciter avec la plus belle des voix. La plus belle des voix. Et non seulement c'est la plus belle des voix, mais tu dois te distinguer par l'humanité de la plus belle des façons. Sabrun Jamil, une belle patience. Sois beau dans ta patience, sois beau dans tes efforts, sois beau dans ta résistance, sois beau dans ton amour, sois beau dans ton refus de tout ce qui est injuste et de tout ce qui détruit la nature. La beauté de la foi, c'est la foi qui célèbre le beau dans tout ce qu'elle fait, même dans la patience, belle patience, la beauté du geste. Donc, vous voyez de ce point de vue que cette beauté-là, il faut la célébrer.
Et elle va se traduire comment? Par tout ce qu'on dit déjà au sens des signes que nous avons. Une belle prière, une belle mosquée, un bel environnement, les parfums qui doivent être beaux. Écoutez bien, des parfums non pas qui sont bons, mais qui sont beaux. Il y a quelque chose de tout à fait particulier que vous retrouvez dans la poésie contemporaine. Les poètes n'ont pas inventé cette idée qu'un parfum, il est bon et il est beau. Il vous renvoie à quelque chose qui est une association d'idées. Et c'est ça, finalement, à quoi nous invite la foi. Elle nous invite aussi à regarder la nature et à regarder notre propre production humaine sous l'angle de ce beau. Et comment cela s'appelle-t-il? Ça s'appelle l'art. L'art. En fait, il y a dans l'art humain le miroir de la beauté divine. L'art humain, c'est dire avec nos mots, avec nos moyens, des éléments qui renvoient à la beauté et qui nous rapprochent de la beauté du divin. Elle fait de nous les compositeurs s'approchant du Créateur, sachant que Créateur nous ne sommes pas, mais que compositeurs nous devons l'être. Il y a une invitation à l'art. Donc cette idée que, est-ce qu'il faut de l'art ou pas, mais c'est une compréhension de l'islam est totalement réductrice, mais sors dans la nature, écoute le chant des oiseaux, écoute les sonorités, et si ça n'est pas de la musique, qu'est-ce que c'est? Et si cette célébration, ça n'est pas une célébration de sons, de couleurs, de parfums, ce que dira plus tard le poète comme Baudelaire, les sons, les couleurs, les parfums se répondent, ben oui, mais avant toi, cher poète, parce que le poète suprême, c'est pas toi. Le poète suprême, c'est celui qui a fait cette célébration pour que toi, tu puisses l'entendre et la répéter. Toi, tu auras peut-être les mots pour le dire. Lui, il t'a donné la réalité pour le voir. Donc l'art est là partout. Et cette discussion qu'il y a en Occident, que quand on est dans l'art, c'est au-delà de la morale et donc on peut faire ce que l'on veut, c'est totalement étranger à l'art sacré ou à l'art essentiel et à l'art fondamental. Oui, l'art est au-delà du bien et du mal, parce que l'art est naturellement le bien. Il n'y a que dans une distorsion de l'art qu'on peut finalement se dire « ben l'art, c'est le mal » ou ce peut être le mal, ou il n'y a pas de mal dans l'art. C'est parce qu'on a mal compris la source essentielle du bien qu'on finit par réduire l'art au choix et du bien et du mal. L'art qui célèbre, l'art qui édifie, il associe le beau au bien, naturellement. Au nom de Dieu qui a créé et au nom de la conscience qui reproduit et au nom de l'homme qui célèbre ce qui lui a été donné dans le bien et dans le remerciement du divin. Donc oui, l'art dépasse les catégories de la morale, mais parce qu'au-delà de la tension du bien et du mal, le beau suprême, c'est le bien suprême. C'est ce qui va nous permettre d'être dans la reconnaissance de ce que Dieu nous donne, l'humanité des hommes, le service, l'expression de cette dignité qui fait que, à des moments donnés, vous ne connaissez pas une personne, vous ne connaissez pas une histoire, vous ne savez rien de la personne, mais vous voyez dans les traits de son visage la beauté d'une histoire. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est l'art. C'est l'art réel qui nous invite à prendre notre plume et ce que tu as vu de ce beau, que ta plume soit belle, que ta musique soit belle. Non pas une musique qui va détruire tes sens, perturber ton intelligence et t'éclater. Non, elle va te réconcilier. Parce qu'il y a musique et musique. Jamais dans la nature, tu n'entendras les oiseaux de la cacophonie. Mais il se trouve que quand les hommes ne savent plus la beauté de l'harmonie, ils célèbrent le plaisir de la cacophonie, le plaisir du bruit. Et vous savez comment ils appellent ce bruit? De la musique, de l'art. Le monde est à l'envers, le monde a perdu ses repères. Notre conception du beau n'a plus de sens. Et c'est de la même façon. Vous pouvez parler de l'art, vous pourrez même parler de l'humour. Est-ce que l'humour
peut avoir affaire avec le beau, mais bien sûr, il y a un humour qui est édifiant. Il y a un humour qui nous fait sourire, parce qu'il y a dans ce sourire de l'humour quelque chose de beau. Et puis il y a un autre humour, un humour qui blesse, un humour qui déshumanise, un humour qui détruit. Et il fait plaisir à ceux qui aiment détruire. Il n'est pas l'édification de l'humain, il est la déshumanisation vers quelque chose qui ne reconnaît pas ce qui fait la dignité des hommes. Quand on a l'humour qui nous rapproche de ce qui peut être destructeur, qui peut être avilissant, eh bien il faut se poser la question de savoir, est-ce que nous avons compris ce que le beau faisait de nous? Qu'est-ce que le beau devait avoir comme rôle dans notre vie? Et en quoi dire le beau, c'est dire le bien c'est espérer le meilleur pour l'humain et de la part de l'humain. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.